Oui. Oui. Oh, c'est quoi ça? Donc, quand on dit diagnostic au pluriel comme ça veut dire quoi? Dites-moi. Diagnostic au pluriel, qu'est-ce que ça veut dire? J'attends vos réponses. Les diagnostics différentiels, madame. Identifier la maladie parodontale, plutôt les maladies. Ça veut dire quoi? Les Identifier maladies. les maladies parodontales. Les identifier. Mademoiselle Hadid m'avait dit qu'il y avait plusieurs, c'est-à-dire, expliquez-vous. On a le diagnostic différentiel et positif. C'est tout? Je pense. Il y a aussi l'étiologique. Exactement. Donc, un autre qui pourra m'expliquer qu'est-ce que c'est. Quand on vous dit donnez-nous les diagnostics et quand on vous dit donnez-nous le diagnostic, ça diffère, non? Donc, les diagnostics comprennent quoi? J'attends vos réponses. Madame, les diagnostics, il y a 3 types. Il y a différentiel, il y a positif et il y a étiologique. Très bien, voilà. très bien. Donc, qui dit diagnostic au pluriel, ça veut dire l'étiologique, le différentiel et le positif. Donc, on dit que cette collecte d'informations permet d'établir avant tout un diagnostic. Vous savez ce que c'est la collecte d'informations? Qu'est-ce que c'est la collecte d'informations? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'examen clinique? Exactement. Ça veut dire, vous voyez tout ce qu'on avait parcouru dès le début de l'année jusqu'à maintenant. Ce sont toute une série de collectes d'informations. Donc, ça va me servir, cette collecte d'informations va me servir à poser mes diagnostics. OK? Donc, le diagnostic, c'est qui signifie à la fois discernement et décision. Et ça comporte le diagnostic étiologique, le diagnostic différentiel et le diagnostic positif, comme on l'avait dit au début. Le diagnostic étiologique. Vous savez, quand on dit diagnostic étiologique, on veut dire, rappelez-vous, parce que vous venez de passer l'examen, vous avez toujours en tête le cours concernant l'étiologie des maladies parodontales. Donc, c'est ce cours-là qu'il faut l'avoir en tête. Donc, on a dit que la nature infectieuse des maladies parodontales n'est plus à démontrer. Le principe fondamental, c'est-à-dire, on a dit, sans bactéries, pas de parodontite, est toujours valide. Toutefois, les maladies parodontales sont des maladies multifactorielles de par leurs nombreux facteurs modifiants et aggravants. Les facteurs responsables de l'installation de ces maladies sont répartis en 4 groupes. On a le facteur bactérien qui est représenté par le biofilm bactérien et en effet le premier maillon de la chaîne. On a les facteurs locaux, on a les facteurs fonctionnels, on a les facteurs systémiques. Donc, on a ce qu'on appelle une triade qu'on appelle la triade de Wesky. Cette triade de Wesky, elle comprend les facteurs locaux, on a le direct et on a l'indirect. Pour les facteurs locaux directs, on a le facteur déclenchant qui est le biofilm bactérien. Les facteurs directs favorisant l'accumulation de ce biofilm bactérien
Donc, ce sont tous les facteurs qui facilitent son accumulation. Et on a les facteurs indirects qui sont représentés par les facteurs fonctionnels. Les facteurs généraux, les maladies systémiques, les facteurs constitutionnels, hérédité, âge, sexe et stress. Cette triade de Wieski, normalement, elle existe dans votre cours de l'étiologie des maladies parodontales. Donc là, c'est bien clair. On a l'étiologie locale, on a les facteurs locaux directs, on a les facteurs locaux indirects. Dans les facteurs locaux directs, on a le facteur déclenchant et on a le facteur favorisant. Dans l'étiologie générale, on a les traitements médicamenteux, la nutrition, les facteurs métaboliques, les facteurs génétiques, le tabagisme, le stress. Les facteurs constitutionnels, on a l'hérédité, l'âge, le sexe, la race, la situation géographique, le niveau intellectuel, les facteurs sociaux, économiques. Est-ce que normalement tout est en tête, hein? Parce que le cours de l'étiologie des maladies parodontales a été déjà fait. Donc, une fois arrivé au diagnostic étiologique, on pourra bien refaire ressortir tout ce qui est étiologie locale, tout ce qui est étiologie générale et tout ce qui est étiologie constitutionnelle. Il y a des questions jusque-là? C'est bon? OK. Ensuite, on a tout ce qui est diagnostic positif et différentiel. Qui pourra me parler de la différence entre le diagnostic positif et le diagnostic différentiel? C'est quoi la différence entre les deux? J'attends vos réponses. Dites-moi, c'est quoi la différence? Madame, je pense que différentiel, je ne suis pas encore sûre de quoi il s'agit. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je ne suis pas Je vous encore entends sûre. très bien. Allez-y. D'accord. Diagnostic différentiel, je pense que je ne suis pas encore sûre de quoi il s'agit exactement, de quelle maladie. Donc, je ne suis pas encore dirigée. Et positif, c'est bon, je suis sûre, en quelque sorte. Donc, l'examen clinique, la radiographie et mon diagnostic, c'est positif en quelque sorte. Je me suis trouvée sur quoi il s'agit directement. Exactement, plutôt. C'est à peu près ça. D'accord. Le différentiel, c'est quoi le différentiel? C'est de prendre des pathologies qui se rapprochent à mon diagnostic positif. Je m'explique. Ça veut dire, j'ai deux pathologies qui se ressemblent, d'accord? Il y a une que je vais la mettre dans le diagnostic positif, ok? Parce que d'après les données cliniques que j'ai eues, c'est ça mon diagnostic positif et je suis sûre de mon diagnostic. Le deuxième où j'avais des doutes là-dessus, c'est celui-là que je vais le mettre dans le diagnostic différentiel et je vais dire pourquoi je l'ai mis dans le différentiel et je ne l'ai pas mis dans le positif. OK? C'est quand on a deux ou plusieurs maladies qui présentent les mêmes… Oh, voilà, exactement. C'est ça, Monsieur Damou. Cassa, qu'est-ce qu'elle a dit? Le positif à la confirmation de ce qu'on a eu lors de l'examen clinique. Voilà, c'est l'examen de certitude. Donc, on a dit que l'examen clinique complété par les examens complémentaires conduisent au diagnostic positif et différentiel. L'examen radiologique, l'information microbiologique devenue un outil de valeur dans la pratique parodontale actuelle, peuvent aider à établir un diagnostic différentiel et orientent ainsi le plan de traitement parodontal. Le diagnostic des maladies parodontales est d'autant plus difficile à cerner si nous ne nous appuyons pas sur une classification. Donc là, on est en train de parler comment on pose un diagnostic positif. C'est quoi le diagnostic positif d'après vous? Je dois me baser sur quoi? Je dois me baser sur quoi? Sur les signes cliniques, sur l'examen. Oui, les signes cliniques. Mais après, quel est le diagnostic que je pourrais donner? Donnez-moi un exemple de diagnostic positif. Donnez-moi un exemple.
Un exemple. J'attends. Madame, par exemple, quand on voit un accroissement de sillon gingivo-dentaire, on peut dire que c'est une fausse poche, par exemple, non? Attendez. Moi, j'aimerais bien que vous parliez parce qu'en parlant, on détecte les failles. OK? Oui, Répétez madame. votre phrase. J'aimerais bien Par exemple, l'entendre et que tout le monde l'écoute. Allez-y. par exemple, un patient, Oui. il a un accroissement gingival. Donc, je Accroissement peux dire que c'est gingival, une... c'est-à-dire augmentation du volume de la gencive. Oui. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je confirme que c'est une fausse poche gingivite. Voilà. Qui est d'accord avec elle? Est-ce que dire fausse poche est un diagnostic positif? Non, madame, il y a des autres signes qui vont les confirmer, mais par exemple, je ne sais pas. D'après vous, si j'ai bien compris, hein, je ne sais pas si je vous ai bien compris ou pas, ça veut dire que j'ai trouvé un accroissement, je vais dire diagnostic positif, fausse poche, c'est ça? Oui, je disais pas que c'est une vraie poche. Donc, dans ce cas-là, c'est un, par exemple, diagnostic positif, non? Un autre volontaire qui m'explique. Un autre volontaire qui pourra m'expliquer. C'est l'exemple que vous nous avez donné sur l'inflammation de la gencive attachée. Qu'est-ce que j'ai dit? Rappelez-moi, je parle tellement Euh, beaucoup. Si, si on a une inflammation de la gencive attachée et qu'il y a aussi une inflammation de la gencive marginale, donc c'est une gingivite. Mais si on Oui. n'a que l'inflammation de la gencive attachée et que la gencive marginale est saine, donc c'est un lichen plan. C'est pas sûr que c'est un lichen plan, monsieur. On ne peut Oui, pas mais dire entre autres. directement c'est un lichen plan. Attention. Autrement dit, c'est ça. Mais le point, On doit le chercher point, une autre étiologie. pardon? Répétez ce que vous avez dit, Si la mademoiselle. gencive, Si la gencive, qu'est-ce qu'elle a? si la gencive attachée est atteinte sans que la gencive marginale est atteinte, donc on va chercher une autre étiologie que la gingivite. Non, je n'ai pas dit une autre étiologie que la gingivite. J'ai dit une autre étiologie que la maladie parodontale. OK? Oui, Je n'ai pas dit ça. oui, Drar Amani, c'est qui Drar Amani? Elle a bien expliqué. Elle a dit, la fausse poche est un signe clinique. Le diagnostic, c'est une gingivite. Très bien. Kasmi Lydia, qu'est-ce qui a été mélangé? Kasmi, Oui madame. qu'est-ce qui est mélangé? خلطت كامل ما فهمتش. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? la dernière diapo هذه. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, mademoiselle? La dernière diapo madame. Celle qui est projetée maintenant? Oui. Écoutez, déjà, vous avez le problème, c'est que vous avez les idées éparpillées, ok? Mademoiselle Voilà. Drarni, ou je ne sais pas, Derari a bien expliqué. On ne dit pas dans le diagnostic positif, on ne dit pas fausse poche dans le diagnostic positif, ok? Fausse poche ou vraie poche, c'est un des signes cliniques, ok? Le diagnostic positif, c'est très simple. Soit je suis en présence de gingivite, soit je suis en présence de parodontite. Après, il y a le cours de la classification des maladies parodontales. Il y a le cours des maladies gingivales induites et non induites par la pluie. Il y a le cours des parodontites agressives et chroniques. Oui ou non? Donc, à partir de tous ces cours-là, vous allez pouvoir poser un diagnostic. Donc, déjà, je suis en présence de fausse poche. Vous m'écoutez bien là, c'est très important. Parce que là, elle a raison, mademoiselle Casmier, en me disant que c'est mélangé.
je suis en présence de fausse poche ou poche gingivale. Je dirais que c'est une gingivite, ok? Je suis en présence de vraies poches ou poches parodontales. Je dirais que c'est une parodontite. Est-ce que jusque-là, c'est clair? C'est bon là? Le Oui, diagnostic. madame. Voilà, très bien. Donc, j'ai trouvé des fausses poches, je dirais que c'est une gingivite. J'ai trouvé des vraies poches, je dirais que c'est une parodontite. Mais le problème, dans le diagnostic positif, je ne vais pas m'arrêter à la gingivite, point, et je ne vais pas m'arrêter à la parodontite, point, c'est tout. Non. Vous connaissez maintenant les différents types de gingivite et vous connaissez les différents types de parodontite. À partir de toutes les données que vous connaissez, vous allez pouvoir poser le diagnostic de gingivite et le diagnostic de parodontite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair? Oui, ça va, madame. D'accord? Donc, j'ai des signes cliniques. À partir de ces signes cliniques qui ont été déjà donnés dans les cours, d'accord? Vous allez pouvoir poser votre diagnostic positif. Donc, comme je vous ai dit, je dois connaître tout ça. Si je connais toute cette classification, alors, j'ai trouvé des poches gingivales, je suis là, ok? J'ai trouvé des poches parodontales, je suis jusque-là. Le patient a une maladie générale, je suis là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Après, pour les maladies gingivales, si je suis là, après, je ne sais pas si je suis là ou je suis là. Ça dépend les données cliniques. Je vais soit me situer dans les induites par la plaque, soit je vais me situer dans le non induite par la plaque. Ça dépend les données cliniques. Et là, pour la parodontite chronique et la parodontite agressive, il faut connaître les signes cliniques de la parodontite chronique et connaître les signes cliniques de la parodontite agressive et décider si ce que j'ai est une chronique ou ce que j'ai est une agressive. OK? Est-ce que c'est bon jusque-là? Shadia, c'est bon? Madame, dans tout ça, c'est quoi le diagnostic différentiel? Je n'ai pas bien compris. Comment? Le diagnostic différentiel, c'est quoi? Si par exemple, j'ai trouvé des poches gingivales et d'après mes données cliniques, je me suis retrouvée dans l'induite par la plaque. Eh bien, le différentiel, c'est avec la non-induite par la plaque. Si par exemple, les données cliniques, je me suis retrouvée avec une parodontite agressive généralisée, eh bien, le diagnostic différentiel, ça sera une parodontite chronique généralisée parce que les deux signes, ça se ressemble, sauf que dans l'agressive, je n'ai pas beaucoup de tartre. Est-ce que vous comprenez? Ah, Ça va? À peu près, oui. Pardon? Oui, donc on va faire le diagnostic positif. Ensuite, mais c'est quoi l'intérêt du diagnostic différentiel? L'intérêt du diagnostic différentiel, c'est pour argumenter pourquoi vous ne l'avez pas choisi autant que diagnostic positif. D'accord, j'ai compris. Par exemple, moi, je dirais que c'est une parodontite agressive généralisée et je suis sûre de mon diagnostic. Et après, je vais vous dire, pour ce malade-là, le diagnostic différentiel, c'est une parodontite chronique généralisée. Pourquoi j'ai mis la parodontite chronique généralisée dans le diagnostic différentiel? Parce que le malade que j'ai, par exemple, le mode d'évolution de la destruction osseuse est très rapide. Je dirais que je n'ai pas beaucoup de plaques, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, le cours de la classification, le cours des maladies gingivales, le cours des parodontites, il faut l'avoir en tête pour pouvoir poser le diagnostic positif et le diagnostic différentiel. OK? D'accord, merci. Le diagnostic différentiel, c'est Galaxy. Moi, je n'aime pas ces abréviations, monsieur, là. Enlevez-moi Galaxy S5. Je ne peux pas répondre à des téléphones. Excusez-moi. Donc, diagnostic différentiel consiste en l'élimination des entités cliniques
donc les signes et les symptômes, regardez bien, signes et symptômes, se rapprochent assez du diagnostic présomptif. On élimine les maladies à peu près similaires en cherchant la différence d'ordre clinique, radiologique ou même bactériologique. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai deux maladies qui se ressemblent. Il y a une que je vais mettre dans le positif et l'autre, je la mettrai dans le différentiel. OK? Oui, madame. Est-ce que c'est oui pour tout le monde? Oui, madame. OK. Est-ce Madame, que vous s'il vous avez... plaît, Oui, on Oui, peut madame. l'une, on peut le mettre dans le positif et l'autre dans le différentiel en posant sur la radiographie, sur des examens complémentaires. en ou se bien- basant sur la clinique, radiologie, tous les examens, Madame, toutes non, les je n'ai pas données compris. cliniques et radiologiques. D'accord. Toutes Ah, les donc, Madame, c'est je pas n'ai seulement pas compris le clinique. diagnostic différentiel. Pardon? Donc, c'est pas seulement clinique. C'est Non, tout. c'est pas seulement clinique. D'accord, d'accord. Merci OK? beaucoup. Oui, Des c'est fois, regardez, j'ai mis en dernier bactériologique. Vous savez pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on avait parlé qu'il existe des gingivites non induites par la plaque, qui peut être Oui. d'origine bactérienne. Et là, je ne viral ou bien. peux les... Hein, vous avez compris. Donc là, à partir de ces données-là, je poserai mon vrai diagnostic positif. OK? Oui, d'accord. C'est bon? D'autres questions? Parce que le problème qui se pose, c'est qu'il y a même des étudiants qui sont en 4e année qui ne savent même pas poser le diagnostic positif jusqu'à présent. Madame, Pardon? Il y a une étudiante qui vient de parler, une demoiselle. Madame, je n'ai pas compris le diagnostic différentiel. Je vous ai dit, le diagnostic différentiel, c'est quand il y a des maladies Madame, je qui n'ai se pas compris le diagnostic différentiel. Oui, je vous ai entendu. Je vous ai dit, quand il y a deux maladies qui se ressemblent, d'accord, je vais vous donner un exemple. J'ai donné l'exemple de la parodontite, d'accord? J'ai une lise osseuse qui est généralisée, ok? D'accord? Donc, quand j'ai eu la lise qui est généralisée, déjà, une fois que j'ai eu la lise qui est généralisée, donc je suis en présence de gingivite ou de parodontite. J'ai des vraies poches parodontales, déjà. Parodontite. Donc, déjà, on est d'accord. On a une parodontite, ok? Mais maintenant, je dois choisir quel type de parodontite. Vous m'entendez bien? Je dois choisir quel type de parodontite, ok? Qu'est-ce que je fais? Je vais revenir à mes données cliniques. Si, par exemple, le patient avait révélé que la progression de la lésion était rapide, si le patient avait réclamé aussi, j'avais remarqué aussi que le patient n'a pas beaucoup de plaques, n'a pas beaucoup de tartre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens à mon cours de la classification des maladies parodontales. Dans le cours de la classification, on m'avait dit que dans la parodontite chronique, c'est pas comme ça, que les données correspondent beaucoup plus à la parodontite agressive. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, au début, j'hésitais entre l'agressive et la chronique. Qu'est-ce que je fais là? Je mettrai l'agressive dans le diagnostic positif parce que je suis sûre que c'est ça la pathologie. Et je mettrai la chronique dans le différentiel parce que ça ressemble à ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez compris maintenant, mademoiselle? C'est bon? Et là, mademoiselle, je vous parle. C'est bon? Il n'y a pas eu de réponse, c'est que c'est bon. OK. Donc,
pour le diagnostic positif, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, c'est donner une détermination d'une maladie. Donc, après avoir recueilli toutes les informations, je vais pouvoir poser mon diagnostic positif. OK? Donc, le diagnostic positif sera plus précis et plus facile à élaborer si on se posera 4 questions. La première question, de quel type de maladie s'agit-il? Donc là, je dois connaître la classification d'Armitage. Quelles sont les bactéries infectantes? La pathologie est-elle en rémission ou en activité? Quelle est la quantité des tissus déjà détruits, c'est-à-dire le stade d'avancement? Donc, si j'arrive à répondre à toutes ces questions-là, le diagnostic positif sera facile à élaborer. Est-ce que c'est bon pour les diagnostics, les 3 diagnostics? C'est bon? Maintenant, on va passer au pronostic. C'est quoi le pronostic d'après vous? C'est une prédiction. L'évaluation du développement du traitement. L'évaluation du développement du traitement. Est-ce qu'il répond? Est-ce que non? Est-ce que c'est le suivi en quelque sorte? Attendez, mademoiselle Bouzama, le traitement c'est après. L'évaluation de la possibilité de la guérison, c'est ça. La fin finale de l'examen clinique, en quelque sorte. Le pronostic, c'est avoir le devenir de la maladie. Est-ce que la maladie que j'ai est guérissable ou non? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je peux… voilà, la phase. OK. L'estimation de guérison. OK, c'est une estimation de guérison. Donc, on a dit de ce diagnostic, nous déduisons un plan de traitement et un pronostic adapté à chaque cas clinique. Donc, après les diagnostics, d'accord? Après les diagnostics, je vais pouvoir poser mon pronostic et aussi mon plan de traitement. OK? Donc, le pronostic se définit comme le jugement porté par le praticien après le diagnostic. Exactement. C'est une prédiction sur le développement de la maladie. Exactement. Donc, qui se définit comme le jugement porté par le praticien après le diagnostic sur le déroulement et l'issue probable de l'affection. Il faut distinguer le pronostic global et le pronostic unitaire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pronostic global? C'est-à-dire un pronostic qui sera donné, en fonction, pronostic qui sera donné de toute la cavité buccale. Et le pronostic unitaire, ça veut dire, je vais donner un pronostic qui est localisé, ok? Le pronostic global repose en partie du pronostic établi pour chaque dent, dent conservable, dent compromise, dent condamnée. On sait, par exemple, que la gingivite, elle est de nature réversible. Ça, on le sait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Vous me suivez ou non? Oui, madame. Oui. Oui. Madame, Donc, la gingivite, elle est de nature réversible. Donc, si elle est de nature réversible, il suffit juste d'enlever l'étiologie de cette inflammation. Donc, la gingivite, elle est d'un excellent pronostic. madame, Concernant les parodontites, pardon? excusez-moi, pour une gingivite localisée à une seule dent, Oui, il n'y a pas de pronostic global. il n'y a pas un pronostic. Vous pouvez dire que les autres secteurs, il n'y a pas, on ne peut pas avoir une gingivite à une seule dent. D'accord? Je vais vous donner à quoi il sert le pronostic unitaire et global. Je vais vous expliquer. Un exemple que je vais vous donner. D'accord? Vous m'écoutez, monsieur Shadja? Oui. L'exemple que je vous donne, hein? J'ai une inflammation de toute la cavité buccale, c'est-à-dire une inflammation de la gencive. D'accord? Et le secteur antéro-inférieur, c'est-à-dire le secteur antérieur, antéro-inférieur, j'ai des vraies poches parodontales, ok? J'ai des vraies poches parodontales avec une mobilité dentaire.
est-ce que dans ce cas-là, je poserais un pronostic global? Oui, Non, je ne peux pas poser un pronostic global parce que je n'ai pas le même degré de la destruction, je n'ai pas le même degré d'inflammation. Je dirais que dans les secteurs où il y a la gingivite, le pronostic, il est comme ça. Et dans le secteur où j'ai la parodontite, le pronostic est comme ça parce qu'il n'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? donc quand il y a plusieurs stades, on donne un pronostic unitaire par stade. Comme par exemple, Exactement. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une parodontite généralisée de toute la cavité buccale, ok? Dans ce cas-là, je donnerai un pronostic global parce que j'ai une parodontite qui est généralisée. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai des degrés de mobilité qui est différent dans la cavité buccale. J'ai un degré 3, par exemple, de mobilité. Et si je degré ce degré 3 de mobilité, est-ce que je dois rajouter un pronostic pour ce degré 3? Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Parce Donc que le pronostic la est démarche différent n'est pas pour le pareille. degré 3 que pour les autres. Oui, oui. Exactement, parce que c'est différent par rapport aux autres. Alors, pour le pronostic, on avait dit qu'il y avait un pronostic global et un pronostic unitaire. Il y a aussi un pronostic à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme correspond à la période de cicatrisation et d'adaptation tissulaire. À moyen terme correspond à une période de 10 ans après le traitement. À long terme, état de la denture jusqu'à la fin de la vie. OK? C'est bon là? L'évaluation qualitative du pronostic. On peut dire que le pronostic, il est bon, il est favorable, il est défavorable, il est réservé, il est mauvais. D'accord? Le pronostic, il est bon quand on estime que la maladie conservera sa dentition toute sa vie. Le malade, conservera sa dentition toute sa vie. L'exemple que je peux poser, c'est bien dans le cas de gingivite. Comme par exemple la gingivite, elle est réversible, c'est-à-dire je peux obtenir le retour à l'état initial. D'accord? Dans ce cas-là, on dit que le pronostic est bon. Favorable lorsque le traitement parodontal permet de récupérer les dents que la maladie parodontale a atteint. Ça veut dire, j'ai une atteinte parodontale et j'ai pu récupérer les dents. Là, par exemple, c'est le cas de la parodontite chronique. Je vous explique. La parodontite chronique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire, déjà, c'est quoi la cause de la maladie, c'est quoi l'étiologie de la parodontite chronique? En général, c'est quoi l'étiologie? C'est une gingivite chronique. J'ai rien entendu. J'ai dit que c'était une gingivite chronique. Non, monsieur, vous vous trompez. L'étiologie de la parodontite chronique. Quand je vous dis dans le diagnostic étiologique, qu'est-ce que c'est le diagnostic étiologique de la parodontite chronique? Attention d'écrire gingivite. OK? C'est faux, monsieur. Il faut revenir au cours de l'étiologie des maladies parodontales. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'étiologie de la parodontite chronique, c'est quoi? L'accumulation de plaques. C'est l'accumulation de la plaque et l'accumulation du tartre et la non-motivation du patient. C'est tout ça. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord? Et on sait très bien que dans la parodontite, il y a quoi? Il y a une destruction osseuse. Donc, est-ce que dans la parodontite chronique, je peux retourner à l'état initial? Non. Non, on ne peut pas. Non. Réversible. Non, madame. Donc, Possible. par contre, dans la parodontite chronique,
comme je sais la cause de la parodontite chronique, c'est bien le biofilm bactérien et tous les facteurs qui favorisent l'accumulation de ce biofilm, j'en suis sûre, si je vais l'éliminer, je vais stopper la progression de la maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Oui, madame. Donc, le pronostic de la parodontite chronique est bien favorable. OK? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Profitez de me poser vos questions avant que vos camarades arrivent tous. يا بنات. J'attends vos questions. Madame, Oui. j'ai pas compris pourquoi l'étiologie de la parodontite chronique, on peut pas dire que c'est une gingivite, Eh ben non. Eh ben non, puisque mademoiselle. la progression de la gingivite peut causer une parodontite. Mais je ne peux pas dire que l'étiologie de la parodontite, c'est la gingivite. C'est pas ça. L'étiologie primaire de tout ça, c'est bien le biofilm bactérien. Donc, on revient toujours au biofilm. Exactement. Rappelez-vous de la triade de Whisky. En aucun moment, on a dit que la cause de la parodontite, c'est la gingivite. Il ne faut pas dire ça, OK? Évitez de dire ça. Madame, s'il vous plaît. Oui. Puisque dans un pronostic favorable, oui, le traitement parodontal nous permettra de récupérer les dents atteintes. Donc, oui. on pourra dire que la dentition sera conservée toute sa vie. C'est quoi la différence entre un pronostic bon et favorable? Je vous ai dit, dans le pronostic bon, je peux espérer le retour à l'état initial. OK? Par contre, oui, dans le pronostic favorable, je peux espérer la récupération des dents. Parce que moi, si par exemple, je ne vais pas traiter une parodontite, par exemple, chronique, le patient va finir par perdre ses dents. OK? Oui. Voilà, c'est ça. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Alors, lorsqu'on arrive à stopper la progression, c'est un pronostic favorable. À peu près, c'est comme ça. Donc, on ne peut jamais dire que la gingivite chronique, puisqu'elle est réversible. Comment ça? Bouzama, je n'ai pas compris votre question. Madame, quand on dit récupération complète des dents atteintes, c'est-à-dire les dents et le parodonte. Oui, la maladie parodontale, oui. Tout. Tout. Parce que qui dit maladie parodontale dit atteinte du parodonte de la dent. Si la dent elle va perdre son parodonte, automatiquement la dent on va la perdre. D'accord? La gingivite est une maladie réversible, donc elle ne peut jamais devenir chronique. J'ai pas dit ça, mademoiselle, j'ai pas dit ça. Elle ne peut pas devenir chronique. Ça n'a rien à voir avec la chronicité. Déjà, dans la classification des maladies parodontales, on n'a pas parlé de chronicité. Revenez au cours de la classification des maladies parodontales et celle d'Armitage, vous allez mieux comprendre. On ne dit pas chronique, pas chronique dans la classification d'Armitage. Revenez à la classification d'Armitage, OK? Dans la classification d'Armitage, on a l'induite par la plaque, la non-induite par la plaque. La chronicité, c'est nous par rapport à ce qu'on avait comme proposition, comme inflammation. Mais dans la classification d'Armitage, il n'y a pas chronique ou pas chronique. OK? C'est bon? Madame, s'il vous plaît. Oui. Si vous avez expliqué le pronostic défavorable, réservé et mauvais, est-ce que vous pouvez le refaire parce que moi, personnellement, c'est coupé. Non, pas encore. je ne les ai pas encore expliqués. J'ai expliqué que le bon et le favorable.
Parce que c'est coupé chez moi, je pensais que vous l'avez. Non, 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 je n'ai pas encore expliqué. D'accord, madame. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Parce que moi, je suis en train d'attendre que le maximum de vos camarades se connectent pour qu'on puisse finir. Donc, pour le pronostic défavorable, si notre thérapeutique ne permet pas une récupération complète des dents atteintes. Défavorable, c'est-à-dire quand je ne peux pas récupérer la totalité des dents par la maladie parodontale. Je dis réservé, c'est lorsque le malade peut ne pas répondre à notre traitement, soit par sa non-coopération ou en cas de récidive. Je dirais il est réservé. Quand je vois mon patient, il utilise le tabac chiqué, il utilise le tabac fumé, il se brosse pas du tout les dents. Donc là, le pronostic, il est réservé. Et quand on vous dit pourquoi vous avez mis que ce pronostic, il est réservé, vous allez répondre parce que il y a la non-coopération de mon patient. Donc, c'est pour cela que mon pronostic, il est réservé. Je dirais que le pronostic est mauvais quand le malade perdra ses dents, quel que soit le traitement envisagé. Vous imaginez, si j'ai une mobilité degré, si j'ai une mobilité, par exemple, degré 4, ça veut dire que la dent, elle bouge axialement et transversalement. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas espérer le traitement de la dent. Je ne vais pas la traiter, cette dent, parce que je sais, même si je vais la traiter, je ne vais pas avoir de résultat. Donc ici, on dit que le pronostic est mauvais pour cette dent. Ici, le pronostic, il est unitaire pour cette dent. OK? Madame, on fait un seul diagnostic pour une même maladie? Ou est-ce qu'il change plutôt tout au long du suivi? Le pronostic, Mettons, on peut le changer au moment de la réévaluation. Oui, voilà, au moment de la réévaluation, est-ce qu'il change? On peut le changer au moment de la réévaluation. Et en mieux ou en pire? Ça dépend de la coopération du patient. Et ça dépend de la réponse des tissus. D'accord. C'est comme l'exemple que je vous ai donné une fois, c'est quand, par exemple, au début, par exemple, quand le patient il s'est présenté les premiers jours, dans le plan de traitement, j'avais préconisé, par exemple, une chirurgie parodontale. Mais après réévaluation, après thérapeutique initiale, il s'est avéré qu'il y a une amélioration très importante de l'atteinte. Je ne serais même pas obligée de passer à la chirurgie. Donc, ici, le pronostic, il passe du favorable au bon. Merci. Ensuite, après l'évaluation, on passe au plan de traitement. OK? Madame, s'il vous plaît, Oui. une question. Madame, est-ce qu'une dent mobile, on peut la récupérer? On peut la Je sauver? vous ai dit, ça dépend le degré de mobilité. Degré 4, je ne peux pas la récupérer. Degré 2 et degré 3, je peux faire une contention, mais degré 4, je ne peux pas la récupérer. Donc, on fait une extraction pour le degré 4. Oui, c'est une dent irrécupérable. D'accord, merci. OK? D'accord, merci, madame. Je vous en prie. Donc, le plan de traitement. Donc, en fonction… Oui. Pardon? Madame. Oui, je vous entends. Allez-y, posez votre question. Posez votre question. C'est pas grave, vous pouvez me la poser. Je vous entends mal. Hein? Changez de place, mademoiselle. J'arrive pas à vous entendre. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand le patient présente une parodontite. Quand le patient il présente une parodontite, oui. Allô? Allô, allô? Quand le patient il présente une parodontite, qu'est-ce qu'il a? Vous pouvez la poser tout à l'heure quand votre connexion elle sera meilleure, OK?
Donc, on a dit en fonction du type de la maladie parodontale, si elle est gingivite, parodontite chronique ou agressive, de son étendue, de sa sévérité, il est possible de proposer un protocole thérapeutique adapté à chacune d'elles. Donc, la thérapeutique initiale, la thérapeutique étiologique associée à un enseignement du contrôle de plaque, vise à assainir le parodonte et à stabiliser la maladie. Donc, elle consiste à faire quoi? L'enseignement de l'hygiène buccale. Donc ça, ce que je vais vous citer là, ça rentre dans le cadre de la thérapeutique initiale, ok? L'enseignement de l'hygiène buccale, une phase de débridement mécanique, c'est-à-dire détartrage surfaçage radiculaire associé à des antiseptiques et parfois des antimicrobiens, traitement fonctionnel, restauration dentaire, thérapeutique endodontique, thérapeutique orthodontique, contention provisoire, prothèse provisoire. Donc, tout ça rentre dans le cadre de la thérapeutique initiale. Qu'est-ce que ça veut dire thérapeutique initiale? Ça veut dire éliminer tous les facteurs étiologiques, locaux, directs et indirects. OK? Je m'explique. Par exemple, vous, dans le diagnostic étiologique, vous avez mis en premier, par exemple, non, pas par exemple, toujours en premier, on met le biofilm bactérien, ok? On met le biofilm bactérien. Donc, pour éliminer ce biofilm, qu'est-ce que je dois faire? L'enseignement de l'hygiène buccale. Ensuite, j'ai mis les facteurs qui favorisent l'accumulation de la plaque. Parmi les facteurs qui favorisent l'accumulation de la plaque, c'est quoi? C'est le tartre. Je dois l'éliminer. Si par exemple, j'ai des dents qui sont absentes, je dois le restituer. Si j'ai une dent cariée, je dois la soigner. Si j'ai une malposition dentaire, je dois la ranger. Donc, tous les facteurs qui favorisent l'accumulation de la plaque doivent être éliminés. OK? Un exemple sur le pronostic pour un cas déjà passé par vous. Je viens de vous donner un exemple, mademoiselle Khababa. Je vous ai donné l'exemple de la parodontite agressive. Il y a un patient qui s'est présenté chez moi, je répète, pour une parodontite. Donc, il est venu. Le motif de la consultation, c'était quoi? C'était la mobilité dentaire. Et après avoir fait la fiche clinique et voir toutes les données cliniques et radiologiques, donc le patient n'avait pas beaucoup de plaques, n'avait pas beaucoup de tartre, n'avait rien sur le plan général. Donc là, mon diagnostic positif était quoi? Était la parodontite agressive généralisée. Et après, je me suis dit, pour le diagnostic différentiel, avec quoi je dois le mettre? Comme j'ai des destructions osseuses, je dois choisir un autre type de parodontite. Lequel qui se rapproche à mon cas? C'est bien la parodontite chronique. Donc j'ai mis la parodontite chronique comme diagnostic différentiel parce que dans la parodontite chronique, normalement, j'ai beaucoup de tartre. Or que moi, je n'ai pas beaucoup de tartre. Aussi, dans la parodontite chronique, la destruction, elle est harmonieuse. Chez moi, la destruction n'était pas harmonieuse. Donc, toutes ces données ont fait que j'ai posé mon diagnostic d'une parodontite agressive généralisée qu'une parodontite chronique généralisée. Donc, l'agressive, c'était dans le diagnostic positif et la chronique, c'était dans le diagnostic différentiel. Non, on ne peut pas dire le pronostic il est bon parce qu'on peut pas dire que le pronostic il est bon parce que j'ai une destruction osseuse dans le cas de parodontite. Le pronostic il est bon que dans les cas de gingivite parce que la lésion elle est réversible. J'ai dit que le diagnostic différentiel de la parodontite, je le fais avec la parodontite et le diagnostic différentiel de la gingivite, je le fais avec la gingivite. OK? Donc, je continue le plan de traitement. Donc, j'ai dit, après la thérapeutique initiale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une réévaluation, c'est-à-dire le patient, 2 à 3 mois après notre surfaçage ou notre détartrage, le patient, il doit revenir pour réévaluer. Donc, dans la réévaluation, qu'est-ce que je fais? Dans la réévaluation, en pratique, trois paramètres seront essentiellement analysés, qui sont quoi? Le contrôle de la plaque,
le contrôle de l'inflammation et le contrôle aussi de la profondeur des poches. Donc, 2 à 3 mois après, je revois mon patient pour contrôler la plaque, pour contrôler l'inflammation et pour contrôler la profondeur de la poche. À la réévaluation de l'état parodontal qui fait suite soit au traitement d'entretien, soit à la chirurgie, puis entretien. Pourquoi? Donc là, au moment de la réévaluation, quand je vois que c'est bon, d'accord? Après la réévaluation, je vois que c'est bon. Donc, je passe à l'entretien. C'est-à-dire, j'arrive à maintenir les résultats obtenus. Si après réévaluation, je trouve que ça ne va pas encore, je passe à la chirurgie. Ensuite, je retourne à la réévaluation. Après, je fais une autre séance d'entretien. OK? Et ensuite, donc, on a dit après la réévaluation, on peut passer au traitement chirurgical. Donc, ce traitement chirurgical, ça peut concerner tous les types de chirurgie, tous les types de chirurgie que vous allez étudier en 4e année, y compris la gingivectomie, les lambeaux, la chirurgie mucogingivale, la chirurgie de comblement, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. OK. Madame. D'accord, c'est bon. La phase de maintenance, on l'appelle aussi la thérapeutique de soutien. Donc, au cours de cette Donc, on a dit que la maladie parodontale, comme toute affection chronique, doit être surveillée pour éviter toute aggravation ou récidive. Donc, moi, durant la phase de maintenance, qu'est-ce que je dois faire à mon malade? Je dois le revoir. Premièrement, je le revois pour voir est-ce qu'il nécessite encore un traitement, pour voir est-ce qu'il y a une stabilité de la lésion, pour voir est-ce qu'il y a une récidive, pour voir est-ce qu'il y a encore du tartre qui apparaît qu'il faut que je l'enlève, pour voir est-ce que le degré de motivation est pareil ou il a encore changé. Donc, tout ce que je viens de dire doit être contrôlé au moment de la phase de maintenance. Et ce qui est important à savoir, c'est que durant cette phase de maintenance, je dois contrôler aussi, durant la phase de maintenance, elle diffère d'une pathologie à une autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un patient qui est assez motivé, automatiquement, je ne vais pas rapprocher les séances de rendez-vous. Un patient qui est assez motivé. Mais un patient qui n'est pas motivé, je suis obligée de rapprocher les séances. Un autre exemple, dans le cas d'une parodontite agressive, les séances de maintenance doivent être rapprochées. Est-ce que vous comprenez dans quel cas on fait la rapprochée, dans quel cas on fait les séances éloignées? Oui, en cas, ça dépend de la motivation du patient. Ça dépend de la motivation du patient, ça dépend le degré de l'évolution, il y a beaucoup de facteurs, ok? Ça dépend de la sévérité de la maladie parodontale, ok? Madame, à chaque consultation, on remplit la fiche d'observation ou… Non, on ne remplit pas. On compare les résultats. Je dois sonder, comme je vous ai dit, je dois contrôler la quantité de la plaque, ok? Et je dois rechercher les signes inflammatoires. Ce sont les trucs à rechercher au moment de la phase de maintenance, ok? D'accord. Pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Oui. Pour les séances de maintenance, j'ai dit que ces séances de maintenance dépendront de la motivation du patient, du succès de la chirurgie et aussi de la sévérité de la maladie parodontale. Donc, ça dépendra de ça. S'il y a un patient, comme je vous ai dit, si c'est un patient qui est motivé,
les séances de maintenance seront espacées. Si par exemple le patient il a une parodontite agressive, les séances de maintenance seront rapprochées. Et à chaque fois, je dois mesurer les poches, contrôler la plaque et rechercher les signes inflammatoires. À chaque fois, il faut faire ça. OK? Madame, le traitement chirurgical, peut-être un traitement initial ou pas? Jamais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire traitement initial? Un traitement de première intention. Exactement. Le traitement initial, c'est le traitement étiologique. Mhm. Donc, on traite que l'étiologie et on revoit après. Voilà, et on décide. Et on décide, est-ce qu'on passe à la chirurgie ou pas? D'accord, merci. De rien. Même pour des lésions sévères, même pour... Oui. Donc, le traitement, il est toujours étiologique. Je vais vous expliquer. Par exemple, hein. Donc, moi, par exemple, j'ai un accroissement gingival, ok? J'ai un accroissement gingival très important, ok? Oui. Et je sais que l'étiologie de mon accroissement, c'est bien le biofilm bactérien. À votre avis, dans la thérapeutique initiale, je vais faire la chirurgie? Non. Non. Je vais atténuer l'inflammation, ok? Je vais atténuer l'inflammation. Qu'est-ce que ça veut dire atténuer? Je vais réduire cette inflammation. Et au moment de la réduction de l'inflammation, à partir de là, en réduisant l'inflammation, c'est là où je vais passer à l'étape chirurgicale. Mais toujours est-il, dans la thérapeutique initiale, il faut éliminer l'étiologie. Mais on ne fait pas de chirurgie dans dans la phase initiale, ok? L'avulsion, ça fait partie du traitement chirurgical. Non, monsieur. L'avulsion des dents irrécupérables fait partie de la thérapeutique initiale. D'accord, merci. De rien. Donc, attendez, je vais lire le commentaire. Donc, le traitement initial est toujours étiologique. Très bien. Après, si c'est bon, c'est pas suffisant, on fait la chirurgie. C'est bon, mademoiselle Bouzama, vous avez bien compris. Et on va encore expliquer. Hein. J'ai d'autres diapos qui vont vous expliquer ce que je viens de dire. Donc, le plan de traitement, qu'est-ce que je fais? J'ai dit motiver le patient, élimination des signes de l'inflammation et des signes d'activité de la maladie parodontale, stopper la progression et l'évolution de les osseuses, diminuer la profondeur des poches ou son élimination radicale, favoriser le rétachement, amélioration des rapports occlusaux, satisfaire aux exigences esthétiques et fonctionnelles, éliminer ou contrôler les facteurs étiologiques. Donc, le traitement, il est comment? Le traitement parodontal, il est comment? Premièrement, bien sûr, si le malade il est venu pour une douleur, il faut soulager sa douleur. S'il est venu pour une gingivite, pour par exemple, pour un syndrome du septum, pour une gingivite ulcéro-nécrotique, pour une parodontite ulcéro-nécrotique, pour une péricoronarite, pour une gingivorragie, pour une suppuration, là, ça rentre dans le cadre, dans le traitement d'urgence. OK? Je dois gérer l'urgence de mon malade. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle la thérapeutique initiale. Dans cette thérapeutique initiale, je fais une motivation du patient à l'hygiène, l'enseignement de l'hygiène, détartrage, surfaçage et polissage, exo, soins, prothèses provisoires. OK? La phase de réévaluation, après 2 à 3 mois. Tester la motivation du patient et la réponse tissulaire face à ce que vous avez fait dans la thérapeutique initiale. Ensuite, vous avez la thérapeutique correctrice ou corrective. On a le traitement non chirurgical, le traitement chirurgical et réhabilitation occlusale. Dans cette réhabilitation occlusale, vous avez l'ODF, la prothèse définitive, la gouttière occlusale et le meulage sélectif. La maintenance, il y a une maintenance individuelle, c'est-à-dire c'est le patient qui doit maintenir ce qui a été proposé. Et professionnel, c'est maintenir les résultats obtenus par les visites périodiques qu'il fera chez vous. On utilise beaucoup les prothèses provisoires. Je n'ai pas compris, mademoiselle Bérard. Comment ça, utiliser beaucoup la prothèse provisoire? Si par exemple, le patient il a des édentements, vous n'allez pas confectionner
Parce que je vais vous expliquer. Un patient qui a un problème parodontal, ils vont refuser de lui faire une prothèse définitive. Donc, il faut assainir le parodonte, faire tout ce qu'il faut au niveau du parodonte et par la suite, faire ce qu'on appelle une prothèse définitive. Est-ce que vous avez compris? Ok. Madame, Donc, s'il vous plaît, oui. dans la thérapeutique initiale, c'est quoi exo? Exo, soin après. C'est quoi exo? Exo, ça veut dire extraction. Ah, d'accord. Et s'il vous plaît, madame, Extraction des dents. le meulage sélectif. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Le meulage sélectif, c'est quoi? C'est, rappelez-vous, on avait fait le TD sur l'occlusion. Vous vous rappelez? Oui. On avait dit qu'il y avait des prématurités, les interférences. Oui. Rappelez-vous des prématurités, les interférences qui dérangeaient l'occlusion. Donc, c'est ça qu'on doit meuler. OK? Oui, oui. Voilà, D'accord, madame. c'est ça. OK? Donc, la thérapeutique initiale ou de base, qu'est-ce qu'elle a? Donc, on a dit que c'est l'ensemble des actes qui reposent sur plusieurs approches psychiques, pratiques, médicales, qui visent à éliminer, regardez bien, on a dit thérapeutique initiale, appelée aussi thérapeutique de base, appelée aussi thérapeutique étiologique. Donc, c'est éliminer les étiologies de la maladie parodontale, de stopper sa progression et d'éviter sa récidive. Je vais vous expliquer. Par exemple, je reviens toujours à l'exemple où j'ai un accroissement gingival, c'est-à-dire une augmentation très importante de la gencive. Imaginez-vous, à ce stade-là, j'ai une inflammation, j'ai du tartre, je vais tenter de faire un traitement chirurgical. Non seulement je vais avoir récidive de la maladie, et en plus, je peux éliminer en excès la gencive. Et après guérison, je peux avoir même des récessions suite à ça. Un autre exemple que je peux vous donner. Rappelez-vous, vous savez ce que c'est l'épulis. On a déjà expliqué ce que c'était l'épulis. OK? C'est une excroissance, une augmentation du volume qui est de la gencive qui est localisée. OK? Donc, si par exemple, je vais enlever l'épulis directement sans traitement. Donc, automatiquement, il y aura récidive. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assaini la cavité buccale. En général, je dois toujours assainir la cavité buccale. Ensuite, faire ma chirurgie. Donc, remise en état de la cavité buccale. Donc, la thérapeutique initiale, c'est une remise en état de la cavité buccale. Premièrement, par la motivation à l'hygiène, l'apprentissage des méthodes de brossage, détartrage, surfaçage radiculaire, polissage, extraction des dents et des racines irrécupérables, traitement des dents carriées et la prothèse provisoire. La phase de réévaluation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contrôler la quantité de la plaque et du tartre, c'est par les indices. Contrôler aussi l'inflammation gingivale par le GI et l'SBI et contrôler aussi la profondeur des poches parodontales. OK? Madame, c'est quoi la SBI? On l'a déjà fait, mademoiselle, c'est l'indice. C'est un indice de saignement gingival, on l'a déjà fait. OK? Revoyez vos indices. OK? D'accord, madame. Donc, la thérapeutique corrective, ça c'est en 4e temps. Donc, cette phase dépendra des résultats de la réévaluation. Donc, le principal objectif est la restauration de quoi? De la fonction et de l'esthétique. Donc, dans cette phase corrective, on a la thérapeutique non chirurgicale. C'est les vraies poches inférieures ou égales à 5 mm et les contre-indications à la chirurgie. Il y a des patients où quand vous avez des vraies poches parodontales inférieures à 5 mm, je ne fais pas une grande chirurgie parodontale. On fait ce qu'on appelle le curetage parodontal, qui ressemble à une chirurgie, mais qui n'est pas très approfondie. Donc là, c'est une thérapeutique non chirurgicale. Par contre, la thérapeutique chirurgicale, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est la chirurgie mucogingivale, la chirurgie de la poche, quand vous avez de vraies poches parodontales qui sont supérieures à 5 mm, de la chirurgie osseuse, de la chirurgie implantaire. On a aussi la réhabilitation occlusale, traitement prothétique définitif, traitement ODF, gouttière occlusale, contention définitive et meulage sélectif. Est-ce que vous avez compris tout ça? Donc là, vous voyez tout ce qui a été dit là, ça a été détaillé ici. Donc ici, on a détaillé la thérapeutique initiale, la thérapeutique de base ou
étiologique. Ensuite, on a dit ce que c'était la phase de réévaluation, qu'est-ce qu'on devait faire dans cette phase de réévaluation. Ensuite, on a la thérapeutique corrective. Dans cette thérapeutique corrective, on avait dit qu'il y avait la thérapeutique non chirurgicale, la thérapeutique chirurgicale, la réhabilitation occlusale. Est-ce que vous avez pris note? Ok. Donc, j'ai dit thérapeutique chirurgicale, réhabilitation occlusale. Et ensuite, on a la phase de maintenance. Donc, dans cette phase de maintenance, les résultats obtenus à prévenir, elle vise, à maintenir les résultats obtenus et à prévenir la récidive de la maladie parodontale. Il s'agit d'un contrôle périodique, c'est-à-dire on doit revoir le patient à des périodes bien définies et le praticien devra évaluer tous les indices. C'est ce que j'avais expliqué au début. L'intervalle de ces contrôles, c'est-à-dire c'est-à-dire les séances de maintenance et de rendez-vous entre chaque étape, est déterminé en fonction de la sévérité de la maladie parodontale et du degré de coopération et de motivation du patient. Au cours de cette phase, tous les traitements effectués auparavant peuvent être répétés. Je peux répéter un détartrage. Par exemple, si je remarque qu'il y a une récidive de tartre, je suis obligée de lui retirer. Si je vois que j'ai toujours de la plaque au niveau de la cavité buccale, je dois renouveler aussi. Qu'est-ce que je renouvelle si je vois de la plaque? Qu'est-ce que je renouvelle? Là, le test à la bouche. l'application à l'hygiène. Je ne renouvelle pas le détartrage si je trouve de la plaque. Attention, je fais le détartrage quand il y a récidive du tartre. Mais pour la récidive de la plaque, je fais une motivation. Ça veut dire que le patient ne se brosse pas convenablement. OK? OK. Posez-moi vos questions, s'il vous plaît, jusque-là. Les questions? Comment est-ce qu'on motive un patient pour l'hygiène buccale? Ah, monsieur Shadja'a. Oui. À votre avis, rappelez-vous. Par la technique de brossage, aussi la fréquence, c'est ça? Répétez votre question, monsieur Shadja'a. Comment est-ce qu'on motive un patient à l'hygiène? Qui pourra répondre à sa question? Il vous a dit comment on motive le patient à l'hygiène. Comment on peut le motiver? On pourra lui appliquer des En lui régulations. expliquant ce que... Exactement. On lui réapplique le révélateur de plaque, monsieur Shadja'a. Et à partir de là, je lui montre sur un miroir et je lui dis, voilà, monsieur, cet endroit, vous ne vous brossez pas bien. Il faut que la brosse à dents passe ici et ici et ici. OK? Oui. C'est bon, monsieur Shadja'a? Oui, c'est bon. D'autres questions? Voilà, mise en évidence de la plaque, c'est ça, oui. D'autres questions? Madame, quand est-ce qu'on décidera la fin du traitement? Vous savez, quelqu'un qui a une maladie parodontale, on ne peut pas le perdre de vue. On ne peut pas dire au malade, ça y est, ne revenez plus. Déjà, le patient, il doit revenir voir le dentiste tout le temps. Au moins chaque 6 mois, le contrôle chez le dentiste. Vous le savez ou pas? Oui. Voilà, c'est ça. D'autres questions?
Des questions? Madame, Ok. Oui. madame, il y a des patients qui refusent le détartrage parce que ils disent qu'ils risquent une forte mobilité de leurs dents. Donc, ils refusent. Comment on fait pour... Justement, vous m'avez fait rappeler, j'avais lu sur Facebook, ça remonte à une semaine de cela, une dame qui cherchait un dentiste pour faire un détartrage. Vous ne voyez pas qu'il y a une dame qui lui dit « Attention, ne faites pas un détartrage parce que vous risquez de perdre vos dents. » C'est un dentiste qui m'avait conseillé ça et moi, à mon tour, je vous conseille. Imaginez-vous ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut dire aux patients que le détartrage doit être fait régulièrement, surtout chez les patients qui ont une forte prédisposition à la formation du tartre. OK? Et pour la mobilité dentaire, je vous ai dit, il y a des patients à qui vous avez fait par exemple une radiographie et vous avez remarqué qu'il y avait une destruction osseuse. Et les dents qui étaient là, qui ne bougeaient pas, c'était à cause, ces dents qui ne bougeaient pas, c'était à cause de la présence du tartre. OK? Donc, Voilà. ces patients-là, qu'est-ce que vous allez leur dire? Monsieur, si vous allez garder ce tartre-là, vous allez risquer de perdre vos dents le plus rapidement possible. Donc, vous allez lui dire qu'on va vous enlever le tartre, vous allez avoir une mobilité. Parce que si vous allez prévenir la mobilité chez ce patient-là et vous allez lui dire pourquoi il aura cette mobilité, il va vous faire confiance. OK? Mais il faut juste leur expliquer. Ok, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? C'est bon? Donc là, on aurait fini pour l'examen clinique, OK? On aurait fini pour l'examen clinique. Donc là, on avait fait l'interrogatoire, on a fait l'examen clinique proprement dit, l'examen exobuccal, l'examen endobuccal. Dans l'examen endobuccal, on a fait l'examen du parodonte superficiel, l'examen du parodonte profond. Et par la suite, on a fait l'examen de la denture dans laquelle on a fait la formule dentaire, l'indice de mobilité, l'indice d'abrasion, la migration, etc., etc. Après, on a fait l'examen occlusal et après, on a fait les examens complémentaires. Dans ces examens complémentaires, on avait fait l'examen radiologique, l'examen bactériologique et autres examens complémentaires comme la photographie. Là, on avait fait aussi les examens biologiques. Donc, à partir de là et à la fin de tout ça, on doit poser un diagnostic positif. D'accord? Et après avoir posé le diagnostic positif, à partir de là, vous allez faire votre plan de traitement. Et après le plan de traitement, c'est le résultat obtenu. Donc, ce que je peux vous expliquer maintenant, est-ce que vous avez en face de vous vos fiches? Les fiches. S'il vous plaît, les fiches. Oui, OK. Donc, vous allez prendre la fiche à la dernière page, là où c'est mentionné le bilan d'observation. OK? OK? Le bilan d'observation. Ce bilan de l'observation, donc j'ai dit, donc là, nous, on a fait, je vous ai dit, la fiche clinique. À la fin de la fiche clinique, il y a un diagnostic positif qu'il faut poser. Mais avant tout ça, il faut rédiger ce qu'on appelle le bilan de l'observation. Vous m'entendez bien? Ce bilan de l'observation, c'est quoi? Le bilan de l'observation, comme son nom l'indique, c'est reprendre tout ce qui a été dit dans la fiche clinique. Commençons par la phrase, écrivez s'il vous plaît. Il s'agit de monsieur ou madame, vous donnez le nom et le prénom du patient. Âgé 2, vous allez donner l'âge du patient.
qui s'est présenté à notre service pour un détartrage, ok? Et à partir de là, vous allez résumer l'interrogatoire, vous allez résumer, on dit, il s'agit de monsieur ou madame, vous allez donner le nom et le prénom du patient qui s'est présenté à notre service de parodontologie pour un détartrage dans un but, et vous allez mettre, et vous allez revenir à votre fiche, et à partir de là, vous allez mettre toutes ces données-là, ok? Je répète, donc, dans le bilan d'observation, on commence toujours par « Il s'agit de monsieur ou madame », vous allez donner le nom et le prénom du patient. Âgé de, vous allez donner l'âge du patient, qui s'est présenté à notre service de parodontologie pour… Et si par exemple, là, qu'est-ce que vous allez faire pour? Vous allez retourner à la fiche, vous allez résumer votre interrogatoire. Ensuite, vous allez résumer votre examen clinique, ok? Vous allez tout reprendre. Ensuite, à la fin de ce bilan d'observation, d'accord? À la fin de ce bilan d'observation, vous allez écrire diagnostic positif, 2 points. Vous allez donner le nom de la maladie parodontale. Ensuite, diagnostic étiologique. Ensuite, vous avez diagnostic différentiel. Est-ce que vous avez remarqué que sur la fiche, vous avez le plan de traitement? Vous avez remarqué qu'il y avait un plan de traitement? Vous me suivez? Oui, madame. Donc, ce plan de traitement, vous allez barrer ce plan de traitement. Ce n'est pas ce vrai plan de traitement. Et vous allez écrire ce qu'on vient de dire. Des petits 1, des petits 2, petits 3. Commençons par… Par quoi on commence? L'extraction. Traitement initial. On commence par? Le traitement d'urgence. Qui est quoi? Mon plan de traitement, il commence par quoi? Traitement médical. Commence pas par le traitement médical. Il commence par la thérapeutique initiale. Et c'est quoi le premier point de la thérapeutique initiale qui est? Traitement étiologique. Oui, Traitement le traitement étiologique. initial. Oui, le traitement initial, c'est lui le traitement étiologique. Mais mon petit 1 dans le plan de traitement, c'est quoi? Chaouch, c'est quoi hygiène? J'écris petit 1, hygiène. Qu'est-ce que j'écris? Petit 1? Extraction. Mademoiselle, je viens de… L'extraction, ce n'est pas la première des choses qu'on doit faire dans la thérapeutique initiale. C'était quoi le premier point? C'est motiver le patient. C'est la motivation du patient. Petit 1, écrivez. Petit 1, motivation à l'hygiène et instruction à la bonne méthode de brossage. Petit 2, détartrage, polissage. OK? Madame, donc la première, c'est la motivation du patient et Instruction au brossage. Alors, je vous ai dit, petit 1, motivation à l'hygiène et instruction à la bonne méthode de brossage. OK? Petit 2, détartrage et polissage. Et après, s'il y a des extractions à faire, vous les faites. S'il y a des soins à faire, vous les écrivez. Donc, toujours, je fais petit 1, petit 2, petit 3 en suivant les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. OK? Est-ce que c'est clair pour le plan de traitement? oui, madame. Oui, madame. Oui. Donc, quand vous serez en clinique face à vos patients, donc, toujours, mais il y a un point qu'on n'a pas discuté, c'est bien le surfaçage. Le surfaçage, il ne faut pas l'écrire systématiquement. Dites-moi pourquoi. J'aimerais bien savoir, à votre avis, pourquoi je suis en train de dire ça. Dites-moi, je vous écoute. Le détartrage, on l'écrit pour tout le monde. Le polissage, on l'écrit pour tous les malades. Le surfaçage, on ne l'écrit pas pour tous les malades. Répondez-moi pour qui on l'écrit. Alors, répondez.
Les patients qui présentent une récession, une dénudation radiculaire. Un peu ça, mais il y a d'autres raisons. Dans le cas, plaque sous-gingivale, non. Dans le cas des personnes âgées, non. Personnes âgées, pourquoi les personnes âgées? Pourquoi pour les personnes âgées? Récession, oui. Récession, oui. Mademoiselle Chitoua, encore. Encore. Le mot surfaçage radiculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot surfaçage radiculaire? Ça veut dire rendre les surfaces radiculaires. Ça veut dire rendre les surfaces radiculaires lisses. Est-ce que moi, dans les cas de poche gingivale, j'ai l'accès à la racine? Non. Non. Là, ça veut dire que dans le cas de gingivite, je n'écris pas surfaçage, ok? Dans le cas de gingivite, j'écris détartrage, polissage. Mais dans le cas où j'ai des vraies poches parodontales, d'accord, c'est à partir de là où j'écris surfaçage radiculaire parce que je peux aller jusqu'à la surface radiculaire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est bon? Est-ce que tout le monde a pu remplir sa fiche? Madame, s'il vous plaît. Donc, le surfaçage, c'est le polissage des surfaces radiculaires seulement. Ce n'est pas le polissage, c'est le détartrage des surfaces radiculaires. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Madame, pouvez-vous revenir au diagnostic étiologique dès le début parce que je n'ai pas capturé le diapo. Quel diapo? Le diagnostic étiologique. Madame. Je vous écoute. Après le facteur bactérien. Ça, vous l'avez dans le cours. C'est ça? Non, madame. Zidez celui-là. Précédent. Ça? Avant ça. Ça? Voilà, le facteur